Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série Une brève introduction à la sécurité de Kubernetes dans Azure. Cette vidéo fait partie donc d'un ensemble de vidéos consacrées à rentrer un peu plus dans le détail de différents éléments permettant d'élever la sécurité d'un environnement Azure Kubernetes Service et donc Service Manager Kubernetes dans Azure. Et dans cette seconde partie, je vais traiter de la partie réseau. Dans la première partie, nous allons parler du airbag, de l'authentification, de l'intégration avec Azure Active Directory. Et bien dans cette partie-là, on va se consacrer plus particulièrement à la gestion du trafic réseau. Alors le trafic réseau dans Kubernetes, on peut le voir en fait sur deux aspects. Soit on va parler des trafics nord-sud, c'est-à-dire les trafics qui vont entrer dans le cluster ou qui vont sortir du cluster Kubernetes, soit on peut parler des trafics est-ouest, à savoir les communications qui vont avoir lieu entre différents pods hébergés au sein du même cluster. Eh bien, on va commencer par la partie trafic nord-sud. Alors, trafic nord-sud, là encore, ça va se découper. Le trafic egress, donc le trafic sortant du cluster à destination de quelque chose à l'extérieur du cluster, et donc le trafic entrant, le trafic qui a pour destination des choses qui sont exécutées au sein du cluster Kubernetes. Alors, le trafic sortant, tout ça est très très bien documenté dans la documentation entendu en ligne officielle Microsoft. Mais des fois, il faut simplement aller voir les options disponibles dans les lignes de commande pour voir un petit peu les choix qu'on peut avoir. Donc je suis ici sur la ligne de commande AKS create, donc c'est-à-dire la CLI Azure qui permet de créer un cluster Kubernetes. Et dans cette CLI, eh bien, ici, on a vu au niveau des options qu'il y a plusieurs types d'options pour les trafics sortants. Donc, ça va se paramétrer par l'option output-type, outbound, type. Et là, derrière, vous voyez qu'on a différentes options qui sont disponibles que je vais vous indiquer tout de suite. Donc ça, déjà, c'est important à retenir, c'est que toutes les options que vous avez en ligne de commande, vous ne les aurez pas forcément dans le portail d'Azure. Le portail d'Azure comprend un assistant permettant la création assez facile d'un cluster Kubernetes. Par contre, dès qu'on va commencer à rentrer dans des options un petit peu plus avancées, il faudra passer forcément soit par de la ligne de commande, donc ça peut être les lignes de commande avec Azure CLI, ça peut être du PowerShell, ou alors carrément on va rentrer dans de l'infra as code avec de l'ARM, du Bicep, du Terraform ou du Pulumi par exemple. Donc on va regarder les différentes options qui sont disponibles ici en termes de flux sortant. Et donc pour ces trafics egress, en nord-sud, on va avoir en fait quatre options. Même 5 on pourrait dire, mais on va dire 4. Voilà. La première, c'est le load balancer. De base, quand vous créez un cluster Kubernetes, un load balancer est créé pour vous, et ce load balancer s'appelle d'ailleurs Kubernetes, c'est pas très original, mais c'est comme ça. Et donc ça, c'est vraiment l'option par défaut qu'il va y avoir sur un cluster AKS. Donc dans un cluster AKS, je rappelle qu'il y a deux grandes parties. Il y a le control plane, et le control plane, c'est vraiment le service purement managé et maintenu en conditions opérationnelles par Microsoft. Et puis, on a les node pools qui vont contenir l'ensemble des VM, alors matérialisé ici par ce qu'ils appellent AKS Cluster, mais ici, c'est un ensemble, en gros, de VM Scale Set avec donc des machines virtuelles dans Azure qui sont connectées à un VNet. Donc, quand on va créer de base un cluster Kubernetes dans Azure, l'option par défaut, c'est d'utiliser une option outbound type de type load balancer, et donc automatiquement vous allez avoir la création d'un Azure load balancer. De base d'ailleurs, c'est un load balancer standard, c'est-à-dire qu'il supporte notamment la notion de zone de disponibilité d'AZ. Et donc remarquez ici la direction des flux. Donc ce qui va nous intéresser ici, parce qu'on est en train de parler des egress, c'est donc les flux sortants, donc les flèches qui sont matérialisées en grille. Et donc effectivement, on va avoir des communications faites par les machines virtuelles du cluster, ces worker nodes, vers l'extérieur, et les flux sortants vont passer par défaut, ça c'est important, par le load balancer d'Azure. Ce load balancer Azure, en fait, il va avoir donc plusieurs IP, mais celle qui va nous intéresser, c'est la première, qui sera utilisée comme egress IP.
Et donc ce sera la première adresse IP publique qui sera associée à ce load balancer. Et donc cette adresse IP va servir ensuite, et donc on va passer par ce chemin-là pour aller soit sur Internet, par exemple chercher des images sur le Docker Hub, soit pour aller sur la Microsoft Container Registry, donc le dépôt d'images de Microsoft, soit pour aller vers d'autres services. Donc là, il y a plein de services avec des endpoints publics sur lesquels un cluster Kubernetes peut aller se connecter. Et puis, c'est également par ce load balancer et par cette egress IP que les VM du cluster vont contacter en fait le control plane d'Azure. Donc ça, c'est assez important à retenir. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir une communication entre les machines virtuelles ici, les VM, et le control plane. Et par défaut, quand on a un cluster qui est normal, non configuré en privé, eh bien effectivement, il y a un flux de sortie qui va se faire de ces VM par le load balancer, par l'egress IP, et ensuite qui va contacter ce control plane. Rappelez-vous, dans la vidéo numéro 1, et je remettrai la vidéo numéro 1 dans la description de cette vidéo, je précisais qu'on pouvait restreindre les adresses IP autorisées à contacter le control plane. Donc ça veut dire que ce sera très important de rajouter dans cette liste, si vous utilisez ce filtrage, l'adresse IP de ce load balancer, sinon vos VM, les worker nodes, ne pourront pas contacter le cluster AKS et du coup ça marchera forcément beaucoup moins bien. Donc ça c'est l'option de base, effectivement, l'option de base c'est avec le load balancer. Je vais vous montrer ça sur une config, par exemple ici. Donc là j'ai un cluster qui s'appelle AKS GitOps. Je vais rechercher ici dans mes ressources groupes le ressource groupe associé à ce cluster qui est donc dans ici, voilà. Et là, on va voir que pour ce cluster, on doit avoir quelque part qui traîne ici effectivement un load balancer qui s'appelle Kubernetes. Donc il a été créé automatiquement lors de la création de mon cluster. Et donc ce load balancer est associé à des adresses IP publiques. On va pouvoir les classer ici par type, voilà. Donc là, on a l'objet load balancer, et le load balancer a une adresse IP publique qui est celle-ci. Et c'est cette adresse IP publique, donc je peux récupérer l'IP ici, que je vais devoir mettre si par hasard, dans mon cluster après, je veux faire de la restriction. Donc par exemple, si je voulais vraiment tout réduire, ce qui n'est pas forcément la meilleure des options, je pourrais aller voir mon cluster, et au niveau ici de la partie networking, venir dire j'autorise uniquement par exemple cette adresse IP là, et puis je pourrais rajouter par exemple les adresses IP de sortie, de mon firewall d'entreprise par exemple pour la partie administration. Encore l'API serveur, hein, il faut qu'elle soit contactable. Donc je ne vais pas le faire ici, mais vous avez compris le principe. Donc ça c'est la première option qui permet de faire un trafic sortant, c'est d'utiliser effectivement l'option par défaut qui est le load balancer. Mais il existe en fait d'autres options. Très récemment, on a introduit la notion de NAT Gateway. Le NAT Gateway, c'est un objet Azure Réseau qui permet en fait de sortir vers l'Internet avec une translation d'adresse. Et on associe une NAT Gateway à un ou plusieurs subnets. Il faut savoir que dès qu'on active une NAT Gateway dans un subnet, celui-ci va prendre la priorité sur l'ensemble des routes qui existaient par défaut, que ce soit les routes par défaut ou les routes de type User Defined Route dont on va parler juste après. Donc, pour le scénario en flux sortant en passant par la NAT Gateway, là on a deux options. Soit l'option la Manage NAT Gateway, et ça la Manage NAT Gateway c'est quoi? C'est simplement une passerelle qui va être créée lors de la création du cluster AKS, et donc qui va suivre le cycle de vie du cluster. Donc d'ailleurs, cet objet NAT Gateway sera présente dans le ressource groupe des ressources du cluster, c'est-à-dire là où il y a les VM ou le load balancer Kubernetes que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord. La vidéo est enregistrée ici, on est début mai 2022. La NAT Gateway et son support avec AKS est actuellement encore en preview. Et c'est assez récent, vous voyez que l'article a été mis au mois d'avril, a été mis à jour au mois d'avril. Donc quand on veut utiliser cette option-là de la NAT Gateway, donc on peut la tester effectivement en preview, il faudra venir rajouter quelques extensions à la ligne de commande AZ et puis d'enregistrer ce nouveau service ici. Et ensuite, ça devient simplement une option lors de la création du cluster. Lors de la création du cluster, en fait, on va simplement venir rajouter ces éléments-là. C'est-à-dire que là, on va outrepasser le outbound type
qui était par défaut load balancer, par manage NAT gateway. Là, on va préciser ici le nombre d'IP sortantes. Là encore, ça va dépendre des flux qu'on va avoir. Hein. Et puis ensuite, on va régler également les timeouts ici. Donc ça, c'est des petits paramètres supplémentaires. Donc ça, c'est l'option numéro 1 pour utiliser une NAT gateway en termes de réseau avec un AKS. On peut également venir avec une NAT gateway qui est déjà installée, associée à un subnet donné. Et dans ce cas-là, on parlera de User Assigned NAT Gateway. Et dans ce cas-là, le cycle de vie effectivement de cet objet sera décorrélé du cycle de vie du cluster. Donc quand on supprimera le cluster, ça ne supprimera pas forcément effectivement cet objet. L'autre option qui est donc qui est couramment utilisée, hein, c'est également de dire je ne vais pas faire passer mes flux par défaut par le load balancer Azure ou une NAT gateway, mais je vais le faire passer par un équipement réseau de mon choix, filtrant ou un routeur, et dans ce cas-là, on va réécrire les routes par défaut au niveau du subnet, et donc on va utiliser ce qu'on appelle des user-defined routes. Donc là, c'est un type particulier, hein, donc là, on va faire un outbound type de type user-defined route. Et puis, ça va nous permettre quoi derrière? Ça va nous permettre, par exemple, d'utiliser un Azure Firewall, qui est un firewall as a service dans Azure, et donc de dire, le chemin de sortie pour ce cluster Kubernetes, en termes de flux, c'est de passer par ce firewall, ou de passer par cette appliance virtuelle. Donc je vais détailler l'Azure Firewall, qui est un service managé dans Azure de firewall, assurant haute disponibilité, résilience, tolérance de panne et maintien en conditions opérationnelles. On pourrait utiliser n'importe quelle solution de type NVA, Network Virtual Appliance. Il en existe plein aujourd'hui dans le marketplace d'Azure, donc n'hésitez pas également à regarder ça. Si on parle d'Azure Firewall, du coup, le schéma ici est intéressant à comprendre. C'est un schéma d'exemple, mais il est assez représentatif. C'est que si on utilise un Azure Firewall, ça veut dire que le cluster Kubernetes et les VM du cluster Kubernetes, pour être plus précise, vont avoir sur le subnet un UDR, donc des User Defined Routes, qui vont rediriger les flux, par exemple pour aller sur Internet, sur la route 0.0.0, sur l'adresse IP interne, donc un objet adresse IP interne de l'Azure Firewall, lui-même aura une adresse IP publique, et c'est cette adresse IP publique qu'on verra. Donc les flux sortants, là encore, sont en, parce qu'on parle des flux sortants ici, sont en en gris, pardon. Donc le cluster va passer par l'adresse IP interne de l'Azure Firewall, puis l'adresse IP publique de l'Azure Firewall, et ensuite effectivement vers l'Internet, vers la MCR, vers le contrôle plane d'Azure, vers les services requis, etc. Donc là encore, si au niveau du contrôle plane, vous restreignez vos adresses IP qui ont le droit de parler à l'API serveur, il faudra bien penser à mettre l'IP public du firewall. Point important, quand on va avoir utilisé un Azure Firewall, ça veut dire également que il va falloir gérer les entrées et sorties de flux. Donc là, ici, j'étais en gris avec les flux sortants, mais il faut imaginer qu'on aura également des flux entrants liés en fait aux applicatifs qui vont tourner dans le cluster Kubernetes. Alors généralement, on parle de ingress ou de services externes, et je vais en parler tout à l'heure. Mais si on est dans cette configuration-là, il faudra faire ici une règle de DNAT qui renverra vers une IP publique Azure, qui elle-même sera associée à un load balancer, mais je vais en parler juste après. Mais il y aura ça également à gérer pour les flux entrants. C'est important parce que sinon, on aurait des flux entrants qui vont arriver par exemple par une IP publique et qui ressortiraient par un autre chemin. Et en termes de stateful, vous comprendrez que ce n'est pas tout à fait très bien. Donc si vous faites du firewall, pensez bien également à la partie DNAT. Les DNAT, vraiment, c'est juste, en fait, je reçois des flux et je les réenvoie vers telle IP en interne. Donc ça, c'est l'Azure Firewall. Alors cet article-là, et le schéma associé à cet article est très intéressant. Il s'appelle Control Ingress Traffic pour les nœuds d'un cluster AKS. Et en fait, il y a pas mal de choses auxquelles il faut penser. Donc un Azure Firewall, on peut configurer différentes règles à l'intérieur. Donc il va y avoir des règles, on va dire, purement bassement réseau qu'on appelle les IP rules ou les network rules. Et donc ici, vous avez, en fonction de votre implémentation d'Azure utilisée, donc soit de l'Azure public, soit de l'Azure en Chine par exemple, vous avez des endpoints différents et des adresses IP différentes. Donc si on utilise de l'Azure global, appelé également Azure public, il faudra rajouter au niveau des règles réseau de l'Azure Firewall ou de la Network Virtual Appliance que vous utilisez, des chemins et des règles. Donc ici, vous avez toutes les règles à créer, donc que ce soit des règles au niveau du DNS,
des règles au niveau, par exemple, donc des DNS ici, alors custom ou le normal, au niveau de l'API serveur, et puis ensuite, ben, il va falloir mettre les adresses IP en fait ou les CIDR des data centers Azure que vous allez vouloir utiliser. Donc là encore, tout ça est documenté. Si vous utilisez l'Azure Firewall, ben, c'est parfait parce que vous allez pouvoir utiliser des services tags qui vont vous dire, par exemple, pour accéder au stockage d'Azure dans la région EastUS, eh bien, on va pouvoir dire storage.eastus, on n'a pas à connaître les adresses IP parce que Azure Firewall, c'est les gérer. Si on est sur une NVA, il faudra mettre les CIDR associés derrière. Donc vous avez tout le détail qui est fait dans cet article, qui est vraiment l'article de référence, et vous aurez les liens dans la description. Et donc, il faut connaître effectivement ces règles-là. Ça, c'est pour le bon fonctionnement du cluster. Donc, il y a de la résolution de nom, il y a de la synchronisation de temps, et bien entendu, les adresses IP vers les services d'Azure. Et puis, on peut également mettre des règles de type FQDN, donc basées par rapport à des noms de domaine, et donc ce sera spécifique à des applications. Et là encore, c'est documenté dans l'article. Et dans l'article, on va vous dire, par exemple, il va falloir autoriser les FQDN de type étoile.hcp.location.az.mk8s.io. Alors HCP, c'est l'acronyme de Host Control Plane, Location, c'est le nom de la région Azure, AZ MK8S, Azure Manage Kubernetes, c'est un AKS, c'est .io, voilà, c'est une extension. Et donc c'est ce qui va permettre la communication. On vous dit, alors chaque fois vous avez le détail de pourquoi il faut ouvrir cette communication. Donc ici c'est par exemple nécessaire pour que les VM puissent communiquer, donc les worker nodes puissent communiquer avec l'API serveur, ce qui est le basique d'un fonctionnement d'un cluster. Par exemple ici vous avez en destination, on doit ouvrir la mcr.microsoft.com, donc qui est la Microsoft Container Registry, qui va contenir pas mal d'images qui seront déployées pour différents composants dans le cluster. Vous avez également des choses pour les parties CDN, parce qu'on utilise les CDN pour optimiser la MCR. Vous avez bien entendu des URL liées à l'authentification, on en avait parlé dans la première vidéo sur la partie authentification Azure Active Directory, etc. Tout cela est parfaitement documenté. Vous remarquerez effectivement que pour la Chine, par exemple, c'est pas tout à fait les mêmes CDR, et les mêmes FQDN. Vous voyez, sur la Chine, on va avoir un point CX ici par exemple, ou Cloud China API.cn. Donc là, attention, là encore, où est implémenté votre cluster AKS. Ensuite, dans cette liste de FQDN, donc il y a les FQDN et les application rules obligatoires à créer, et il y en a qui sont optionnels. Là, ça va dépendre de ce que vous faites tourner dans votre cluster AKS. Donc, on a par exemple des URL spécifiques pour les clusters AKS qui vont faire tourner des worker nodes avec des GPU. Auquel cas, si on est avec des GPU, il faudra ouvrir des URL supplémentaires qui iront notamment chez NVIDIA pour pouvoir les télécharger, notamment les drivers. C'est compréhensible. On a la même chose pour les node pools basés sur des images Windows. Et là, pour le coup, on a quelques éléments supplémentaires à ouvrir, liés notamment à la partie update, vous l'aurez compris. Et puis, il nous reste quoi? Après, tout ce qui est add-on et intégration. Donc, les add-on et intégration, c'est quoi? Un cluster Kubernetes, on peut lui rajouter des fonctions AKS, on peut lui rajouter des fonctionnalités de manière assez simple. Et chaque fonctionnalité, du coup, va être associée des fois avec des services dans Azure qui ont besoin de certaines URL à ouvrir. Donc, il y en a pour Defender for Container, pour Azure Monitor, pour Azure Policy, pour les Cluster Extension, etc. Là encore, c'est parfaitement bien documenté. Pour chacun des services, on va vous donner les FQDN ou les application rules. Généralement, on ne va pas mettre des IP, là c'est plus simple de travailler sur des FQDN. Donc si on parle par exemple ici pour la partie Azure Policy, pour Azure Policy, il faudra ouvrir ces FQDN-là. Et là encore, chaque fois, vous avez des tableaux qui vous expliquent. Là encore, les extensions existantes peuvent changer, peuvent y avoir de nouvelles, ou les URL peuvent changer. Gardez bien toujours la référence de cet article qui s'appelle Restrict and Control Cluster Egress Traffic. Il contient vraiment l'ensemble des règles. À partir de là, vous pouvez configurer un Azure Firewall, parce que là c'est très bien documenté, mais vous pouvez également faire vos propres règles sur votre équipement réseau filtrant préféré. Dernière chose à connaître également, donc on a vu ici le load balancer, option numéro 1, NAT Gateway avec deux options Manage ou User Assign, et dernière option, la User Defined Route. Donc 1, 2, 3, ça c'est les 4 options vraiment pour communiquer sur les trafics egress. On peut aussi avoir un cluster AKS qui est sur un réseau sur lequel il y aurait un proxy HTTP. Donc là, le proxy HTTP, il est vraiment fait
pour intercepter, entre guillemets, et gérer les flux sortants HTTP, HTTPS uniquement. Là, pour le coup, on a un support de ces proxys-là, c'est assez récent. Je crois que c'est d'ailleurs, oui, c'est encore en preview. C'est encore en preview parce qu'il y a quelques jours, l'article a été mis à jour, il y a 4 jours, et donc c'est encore écrit preview. Mais on a annoncé effectivement le support des proxys HTTPS pour AKS. Alors, de base, une fois qu'un cluster est installé, à la limite, on pourrait passer par un Azure Firewall ou un firewall applicatif, on l'a vu tout à l'heure. Mais si on vient créer et mettre automatiquement un cluster AKS et le déployer dans un endroit où il y a déjà un proxy HTTP, où il n'y a que les flux qui peuvent sortir via ce proxy, on a un problème de fonctionnement entre les worker nodes et le control plane, parce que les worker nodes, quand le cluster va s'installer, ils communiquent, là encore en REST, donc en HTTPS, auprès de l'API serveur. Donc du coup, si on fait ce genre de déploiement et qu'on n'a pas autorisé les flux en sortie vers Internet, le cluster ne va pas se déployer tout simplement parce que les worker nodes ne pourront pas finir de faire leur association avec le control plane. Donc pour le coup, désormais, on supporte ce type de scénario. Alors il y a encore quelques limitations parce qu'on est en preview. Donc par exemple, on ne peut pas avoir différentes configurations par notre pool. On ne supporte pas encore les clusters basés sur du Windows. L'authentification par user et mot de passe, ça ne marche pas. Et, on considère que c'est automatique, donc effectivement, il va falloir utiliser des certificats. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont encore un peu contraignantes, mais on peut néanmoins commencer un peu à jouer avec ça. Et donc une fois qu'on a enregistré cette nouvelle fonctionnalité-là, on devra créer un fichier JSON dans lequel on mettra effectivement les paramétrages du proxy à utiliser pour la partie HTTPS, donner les chaînes également de la Trusted C associée au certificat. Et ensuite, lors de la création du cluster, eh bien, on pourra faire passer des nouvelles options qui sont -HTTP proxy-config. Et là, vous faites passer ici le fichier JSON que vous avez créé au préalable. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vu comment contrôler les flux sortants du cluster. Donc vous voyez que on a extrêmement bien documenté quels sont les flux à laisser sortir quand vraiment on veut avoir un contrôle fin de cet trafic réseau. À cela, il faudra que vous rajoutiez les flux par rapport, si vous avez des applicatifs supplémentaires à l'extérieur auxquels vous voulez autoriser les accès. Là encore, à vous de rajouter ça dans la liste. Et ensuite, une fois qu'on a traité le trafic egress, on va traiter les trafics ingress, c'est-à-dire les trafics à destination de workloads qui sont dans le cluster. Donc là, il y a deux chemins possibles. Le chemin rapide, qui n'est pas forcément le plus sécurisé, mais qui parfois pour tester suffit, qui est de dire, moi j'ai un pod ou des pods, un déploiement dans mon cluster Kubernetes. Donc c'est que dans les clusters Kubernetes, on attaque rarement directement les pods ou les déploiements, mais on va plutôt envoyer des requêtes à un service qui est, on va dire, un load balancer niveau 3, natif à Kubernetes, mais qui reste un load balancer basique, bête et méchant. Ce load balancer, ce service, on peut le rendre externe. Donc on peut le rendre externe lors de la création. Dans le manifeste, on va préciser dans notre cas ici load balancer, et automatiquement, en fait, quand on va appliquer le YAML, le manifeste Kubernetes, le fait qu'il y ait écrit load balancer fait que ça va appeler le Cloud Manager Controller du control plane, qui lui du coup va comprendre que là, parce qu'on est dans Azure, il va falloir créer du coup un objet. Le but est d'externaliser le service et donc de créer un load balancer Azure et donc d'associer le tout, de créer un load balancer et une adresse IP publique. Voilà, deux choses. Donc ce load balancer Azure, effectivement, il va servir à deux parties quand on regarde. Il va permettre les egress, on l'a vu tout à l'heure, et puis il va permettre également d'accéder aux applications de manière assez simple. Alors les load balancers dans Azure, on peut les créer de manière interne ou externe. Mais là, en l'occurrence, ici, comme on parle de trafic ingress, je vais plus parler des load balancers avec une IP publique, mais voilà. Est-ce que j'ai un schéma ici? Alors voilà. Tout à l'heure, je parlais de manifeste YAML. Donc là, on a un manifeste YAML super simple en Kubernetes. Donc c'est un type service, c'est une ressource, un objet natif Kubernetes. Et là, la spécificité, elle est là. À partir du moment où vous allez rajouter ici type égale load balancer, le fait d'appliquer ça sur un cluster AKS, automatiquement fera que le Cloud Controller Manager, qui est dans le control plane d'Azure, ira automatiquement provisionner pour vous, en fait, un load balancer Azure, une IP publique,
et ensuite redirigera le tout sur l'ensemble des applications ici qui ont le sélecteur ou les labels publics app. Donc ça, c'est le service externe. Alors, généralement, on ne fait pas ça, simplement parce que ici, ça veut dire que quand on expose son application à travers un service externe, c'est ni plus ni moins que d'ouvrir simplement un port réseau de type TCP/80 ou TCP/443 sans aucun contrôle derrière, c'est juste une ouverture réseau sans plus de sécurité. Donc généralement, quand on est dans le monde Kubernetes, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des ingress. Et donc pour faire des ingress, on va utiliser, la première chose, c'est des ingress rules. Donc les ingress rules, c'est simplement la définition dans des manifestes YAML Kubernetes de règles de reverse proxy qui vont dire je vais autoriser telle URL ou tel chemin à aller à tel endroit, telle application. Les ingress rules, ensuite, elles, c'est juste une règle de redirection, de routage d'URL et de trafic. Elles vont ensuite être lues par des ingress controllers, donc elles vont être associées à des ingress controllers dans Kubernetes. Et les ingress controllers dans Kubernetes, il y en a plein. L'ingress controller est là pour contrôler en gros une solution de reverse proxy. Donc il y en a plein. Donc il y a au sein du projet Kubernetes natif, il y a 3 ingress controllers qui sont maintenus. Il y a un d'AWS, un de GCP et le ingress controller Nginx. Mais il existe plein d'autres ingress controllers. Vous voyez que la liste est assez longue. Et pour le coup ici, Trafic, vous connaissez tous, HAProxy, qui est notamment utilisé dans OpenShift, Envoy ultra connu. On peut avoir, si vous avez du Citrix, un Citrix ADC, il y a un Citrix Ingress Controller, etc. Et puis là, il y en a un dont on va parler après, qui est effectivement celui lié à un service managé dans Azure. Donc liste non exhaustive ici, mais globalement, il existe plein de solutions de reverse proxy qui peuvent être pilotées depuis Kubernetes au travers d'un contrôleur, d'un ingress controller. Donc, 2 options ici. Où est-ce qu'on va mettre le reverse proxy? Est-ce que le reverse proxy va tourner sous la forme d'un ou plusieurs pods au sein du cluster Kubernetes? Et auquel cas, ces pods-là, on va leur associer un external service. Donc en gros, le flux réseau ingress va arriver et sera traité, arrivera sur une adresse IP publique d'Azure avec un load balancer qui renverra le tout sur un service de Kubernetes qui est associé derrière à la solution de reverse proxy qui va tourner sous la forme de pod. Si on veut tester alors dans AKS, la seule solution entre guillemets native dans le projet Kubernetes, c'est le ingress controller de Nginx. Donc là, en gros, vous allez avoir des Nginx comme reverse proxy et qui sont pilotés avec ça. Là encore, c'est documenté et comment l'utiliser. À savoir, c'est que quand on utilise l'option ici dans la partie réseau, qui s'appelle ici Enable HTTP Application Routing, qui est une option à utiliser uniquement pour les développeurs, parce qu'il n'y a pas de SLA, on vous le dit d'ailleurs ici. Voilà, c'est une solution pour rendre accessible des applications. Et donc ça va installer facilement un ingress controller, mais c'est écrit, n'est pas recommandé pour de la production, mais cette option-là, derrière, en tâche de fond, elle fait quoi? Elle installe en fait un pod Nginx en reverse proxy, et ensuite elle va le piloter avec un ingress controller, tout simplement. Donc ça, c'est l'option non recommandée pour de la prod, mais bien pour faire rapidement un essai, un test. Et puis l'autre option qui va nous intéresser, ce sera une option avec un service managé, et on va la regarder de suite. Hop. Donc, reverse proxy utilisé au sein de Kubernetes, donc les X solutions que je vous ai montrées tout à l'heure sous la forme de pod. Autre option, c'est de dire, moi, la solution de reverse proxy, je ne veux pas qu'elle tourne dans le cluster sous la forme de pod, mais je veux qu'elle tourne à l'extérieur, par exemple sous la forme d'un service managé. On est dans Azure, on a un service de reverse proxy managé qui fait bien le travail, qui s'appelle Azure Application Gateway, qui, quand il est instancié, a sa propre adresse IP publique. Et donc, ce service-là est utilisé pour plein d'autres services Azure en tant que reverse proxy, mais peut être utilisé dans le cadre de AKS. Et donc, du coup, on va avoir un ingress controller qui, lui, va tourner sous la forme d'un pod dans le cluster Kubernetes. Et ce ingress controller servira à piloter, en fait, la configuration d'Azure Application Gateway. Donc, dans le détail, du coup, on va avoir un pod dans le cluster Kubernetes qui va s'appeler Agik.
Azure Application Gateway Ingress Controller. Le schéma va vous expliquer rapidement ce que c'est. Voilà. Donc là, vous allez avoir dans votre cluster Kubernetes un pod qui s'appelle Agik, qui va surveiller en permanence l'API serveur et regarder de la configuration s'il y a besoin de modifier des règles de ingress. Si des règles de ingress sont appliquées et doivent être configurées, donc il les lit dans l'API serveur, il les réécrit sous la forme de règles pour Application Gateway, c'est-à-dire des règles qui seront en gros codées en ARM, et par les API d'Azure Resource Manager, il va simplement appliquer la configuration sur l'Application Gateway. Et donc cette fois-ci, les flux arrivent d'Internet sur l'IP public Azure de l'App Gateway. L'App Gateway va prendre les flux et les envoyer directement au cluster, directement au pod. Voilà. Et du coup, dans les options qu'on va pouvoir faire à l'intérieur, bien entendu, comme la plupart des reverse proxy, on va pouvoir faire du routage d'URL, faire du cookie, de l'affinité par rapport à des cookies, faire de la terminaison SSL, donc on termine les connexions SSL sur le reverse proxy et on termine en HTTP, faire du end-to-end TLS, donc couper des flux et après les rejouer, rajouter, ça c'est un point important, avoir effectivement un WAF, c'est-à-dire au niveau de l'application gateway, faire un Web Application Firewall et bloquer certains types d'attaques, tels que ceux définis par l'OWASP par exemple, qui sont les attaques les plus connues. Donc ça c'est un point certainement très positif d'Azure Application Gateway par rapport à d'autres solutions de reverse proxy, c'est que l'intégration du WAF est relativement assez simple. Pour configurer tout cela, donc pour configurer un Application Ingress Controller et la passerelle qu'il y a derrière. Donc il y a deux options pour configurer l'Agik, donc cluster Kubernetes. Soit on prend un chart Helm, donc relativement classique, soit on utilise un add-on, ce qui est plutôt ce qu'on recommande, parce que si vous utilisez un chart Helm, c'est-à-dire que c'est à vous après de gérer les montées de version en faisant des updates du chart Helm, etc. Il y a une option qui est un add-on AKS, et un add-on, vous le savez, c'est des fonctionnalités qui sont apportées dans un cluster et qui sont managées de manière automatique. Donc ça, c'est le côté intéressant. C'est que s'il y a des montées de version, elles seront faites de manière automatisée. Donc on recommande plutôt d'utiliser l'add-on Agik que le chart Helm. L'add-on en plus, Agik est supporté par les équipes AKS, ce qui n'est pas forcément le cas du chart Helm. Si vous avez déjà déployé un cluster avec le chart Helm, vous pouvez migrer de la version Helm à la version add-on. Ça, c'est documenté dans le site web. Pour déployer tout ça, soit on est en mode Greenfield, c'est-à-dire qu'on a un cluster Kubernetes AKS et on va déployer avec le Agik l'application gateway. Donc ça c'est bien parce que tout va être fait d'un bloc. Donc ça va installer une application gateway, ingress controller, et ça va créer également une nouvelle application gateway. Si je reviens sur mon cluster de tout à l'heure, et j'étais ici dans la partie networking, vous remarquerez ici que j'ai l'option pour pouvoir venir cocher, dire que je veux un ingress controller. Le fait de cocher cette case, il va me proposer en fait ici, soit de créer, donc il va me proposer, parce que là j'en ai pas en fait de disponible, si j'en avais il me les a proposé, il va me proposer de créer en fait une nouvelle ingress application gateway, et là pour le coup je suis vraiment en mode greenfield, je pars de rien et je bâtis tout. Si j'en avais déjà existantes, il me les aurait proposées, mais là j'en ai pas. Et si j'avais déjà des application gateway existantes, je serais dans ce cas dans un mode brownfield, c'est-à-dire que j'installerai le composant Agik, donc j'installerai le application gateway ingress controller dans Kubernetes, le fameux pod, et je le configurerai pour utiliser une application gateway qui existe déjà. Là encore, on peut mutualiser une application gateway entre plusieurs composants, et c'est tout l'idée derrière aussi pour des raisons d'optimisation des coûts. Dernière chose à savoir, c'est que quand vous avez une application gateway, vous allez lui associer une SKU. Donc un niveau de service attendu derrière avec des fonctionnalités attendues. Donc il y a deux options en termes de SKU qui sont supportées dans le cadre de l'utilisation d'Azure Application Gateway avec AKS. Soit on a la licence, le niveau de SKU standard V2, soit le WAF. La différence entre les deux étant principalement qu'au niveau du WAF, on intègre le module de Web Application Firewall, et donc de base on fournit les règles préconfigurées de l'OWASP pour faire du filtrage et la détection d'attaques sur la solution Azure Application Gateway. On vient de terminer le tour de la gestion des flux nord et sud, flux sortant, flux entrant. Il nous reste à parler des flux qui sont en est-ouest, c'est-à-dire les flux qui seront entre pods.
Et là, pour le coup, on a deux options qui vont nous aider à sécuriser, à configurer tout ça. Le premier, c'est ce qu'on appelle les network policy. Donc les network policy, c'est ni plus ni moins en fait que une couche de filtrage et de paquets qui va s'appliquer généralement au niveau de l'overlay réseau ou de la CNI et qui va permettre de filtrer des communications entre pods. De base, dans un cluster Kubernetes, tous les pods se voient en latéral, en communication latérale, il n'y a pas de filtrage qui est fait. Je rappelle que le namespace est une unité de séparation plus administrative que de communication réseau. Donc on peut avoir deux pods qui tournent dans deux namespaces différents. À partir du moment où ils sont sur le même subnet, ils vont pouvoir se parler. Donc l'idée des network policy, c'est justement de contrôler ces communications est-ouest. Donc pour ces network policy, dans Azure, on a le choix entre deux options, deux solutions. La première, c'est d'utiliser l'implémentation, le plugin Azure. La deuxième étant d'utiliser le plugin de Calico ou de Tigera, qui est plutôt la boîte derrière Calico. Donc il existe un tableau qui résume assez bien la différence entre les deux options. Quel plugin prendre? Est-ce qu'on prend le plugin Azure, le plugin Calico? Alors, vous remarquerez par exemple si vous êtes en Kubnet, donc ça c'est une des méthodes de déploiement réseau d'AKS, si vous êtes en Kubnet, vous n'avez pas le choix, il n'y a que Calico qui fonctionne dans ce cas-là. Généralement, on encourage tout de prendre du CNI, mais il y a des gens qui utilisent Kubnet. On remarque également qu'au niveau des plateformes, Calico supporte du Windows Server, ce qui n'est pas le cas du plugin Azure. Donc là encore, si on a un cluster mixte, le choix nativement il sera Calico. Calico fournit également pas mal d'extensions supplémentaires. Alors, je rappelle que Calico est fait par une société qui s'appelle Tigera, et donc ils ont enrichi le modèle de Network Policy de Kubernetes avec pas mal de choses, et ils ont leur propre outillage derrière. Donc ils ont un outil qui s'appelle Calico CTL, qui permet effectivement de gérer des fonctionnalités additionnelles. Donc on va dire que Calico est plus riche fonctionnellement en termes de filtrage qu'Azure Network Policy. Et en termes de support, ça c'est important à retenir, c'est que si on est sur le plugin Azure, on est supporté par l'équipe Azure et l'équipe d'engineering, alors que si on prend le plugin Calico, on va avoir un support communautaire, et que si on veut un support payant, il faut passer auprès de Tigera, et c'est plus auprès de Microsoft. Voilà. Donc ça, c'est des points importants à connaître quand on fait le choix du plugin. Le choix, il se fait souvent lors de l'installation du cluster. J'étais ici tout à l'heure sur ma ligne de commande AZAKS Create. Voilà. Ici, dans l'AZ AKS Create, la commande, vous avez ici une option qui va vous dire Network Plugin. Non, pas ici, j'ai une bêtise. Alors, Network Policy. Je vais chercher Policy. Voilà. Vous aurez ici une option, effectivement, Network Plugin pour la partie Network Policy. Et c'est là où vous allez choisir si vous êtes sur Azure ou si vous êtes sur Calico. Je crois que si on descend un peu plus bas, on devrait le voir dans les options. Là, ils ne l'ont pas précisé, effectivement, mais on devrait préciser la version qu'il y a derrière. On va chercher si on peut trouver Calico. Non, on l'a pas ici. Que dire de plus? Oui, la partie Calico, donc pour créer donc un cluster avec du Calico, il faudra effectivement ajouter un provider supplémentaire. Et c'est ici, voilà. En fait, on met le network plugin et ensuite c'est network policy, donc on rajoute effectivement Calico. Sinon, si on met Azure, ce sera le plugin Azure tout simplement. Autre option pour faire du filtrage, donc les network policy, ça reste un filtrage qui est relativement basique, plutôt au niveau 3-4. On va autoriser tel IP ou tel pod avec telle autre famille de pods ou tel groupe de pods sur tel numéro de port et tel protocole, UDP, TCP. Ça reste quand même assez basique. Tout ça, c'est défini dans des manifestes YAML. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Est-ce qu'on a un exemple? Voilà, on a un exemple ici relativement simple. Donc là, on a un exemple de communication où on autorise ou pas des choses. Donc là, c'est-à-dire qu'on bloque tous les ingresses. Mais en fonction de ce qu'on va mettre dans les choses ici, eh bien on va remplir les règles plus ou moins. Donc là ça fait un deny de all traffic simplement parce qu'effectivement en ingress on a dit sur les flux entrants on n'a donné aucune autorisation derrière, donc il se passe rien. Voilà.
Après, si on voulait tout autoriser, eh bien, on rajouterait ici d'autres choses, etc. Donc là, vous avez des exemples, c'est plutôt assez bien documenté dans ce Microsoft. Il existe également des outils qui permettent de contrôler les network policy ou de vérifier les YAML derrière. Il y a pas mal de choses dans la communauté, ça c'est pas spécifique entre guillemets à Microsoft. Autre option pour gérer de manière un peu plus fine les trafics en Est-Ouest, parce que les network policy, je vous l'ai dit, ça reste vraiment dans les niveaux 3-4. Si on voulait de manière par exemple applicative dire j'autorise la communication entre le groupe de pod A vers le groupe de pod B sur telles URL en filtrant telle chose avec telle authentification mutuelle, TLS, etc. Là, c'est plus les network policy qui vont intervenir, ce sera plutôt des choses comme les services mesh. Et sur les services mesh, il y a il y a pas mal d'options aujourd'hui parce que il y a plein de solutions sur les services mesh qui existent. Donc les plus connus, vous connaissez, je pense certainement, au moins vous avez entendu parler. Istio, donc qui a été une solution qui a été, on va dire, cofabriquée entre Google, IBM et Lyft. Donc Google et IBM sont vraiment attaqués au contrôle plane, donc le pilotage. Et Lyft en fait a fourni Envoy, qui est un reverse proxy écrit en Rust, et qui sert de data plane dans Istio. Donc Istio, il y a eu pas mal de polémiques dans les dernières années. Là, on est donc en mai 2022 et Istio a été annoncé comme étant bientôt donné en gouvernance, en gestion à la Cloud Native Foundation, la CNCF. Du coup, le produit sera vraiment open source et gouverné non plus, et ne sera plus gouverné par une seule organisation commerciale, comme c'était le cas jusqu'ici. Linkerd est également assez connu, fait par Buoyant. Il a son propre data plane. Il fonctionne très très bien. Il est dans la CNCF depuis un certain temps. Donc c'est une alternative peut-être un peu plus simple que Istio, mais c'est aussi sa simplicité par rapport à Istio qui fait qu'il est assez apprécié. Il est notamment utilisé sur Xbox Cloud Gaming, dans nos clusters AKS. Consul Connect, qui est un élément de Consul, parce que Consul fait pas mal d'autres choses, intègre également sa propre solution de service mesh en utilisant là encore du Envoy. Donc le même data plane que Istio. AWS, j'en fais pas. Mesh, Trafic, nos petits français ont une solution qui s'appelle Trafic Mesh, dont l'implémentation est un peu différente, et vous aurez compris que le data plane utilisé derrière, c'est Trafic, c'est leur solution de reverse proxy. Kuma, a priori, ça utilise Kong, mais je connais moins. Envoy aussi également, voilà. Et puis le dernier qui est intéressant à connaître s'appelle Open Service Mesh, OSM. Et OSM, c'est une implémentation qui a été faite par Microsoft, alors qui est open sourcée bien entendu, et qui reprend des principes de service mesh, mais qui intègre quelque chose d'intéressant qui s'appelle les specs SMI. Et les specs SMI, en fait, c'est pour Service Managed Interface. L'idée, en fait, c'est d'utiliser des manifestes YAML Kubernetes et en gros de faire une abstraction de la solution de service mesh sous-jacente et de pouvoir en SMI définir en gros les règles qu'on veut avoir en termes de configuration, par exemple de trafic Est-Ouest, et de manière complètement indépendante de la solution de service mesh utilisée de sous-jacente qui peut basculer de l'une à l'autre. Donc c'est aujourd'hui, c'est un début de standard, entre guillemets, enfin c'est un début, oui, ça commence. Donc c'est un standard d'interface pour les services mesh, donc ça permettrait de piloter en fait plusieurs solutions de service mesh avec une couche d'attraction par-dessus. Donc ça rappelle un petit peu la notion de ingress versus les ingress controllers, où on peut avoir n'importe quel type de règle de ingress, entre guillemets un tronc commun, et ensuite choisir la solution de l'ingress controller qui est derrière. Donc ça, c'est des specs qui sont actuellement ouvertes, qui permettent de faire pas mal de choses. Et donc la partie Open Service Mesh est une implémentation, justement, on va dire l'implémentation de référence, que c'est la première, de SMI. Et Open Service Mesh utilise, là encore, comme solution de data plane, comme reverse proxy en sidecar, va utiliser également Envoy. Voilà. Donc ça utilise du Envoy sur chacune de vos pods. Et donc là encore, c'est plutôt assez bien documenté. Donc Open Service Mesh, le côté intéressant, c'est que du coup, il est présent sous la forme d'un add-on. Donc là encore, c'est relativement simple à installer Open Service Mesh dans de l'AKS. Il suffit simplement d'activer une option qu'on doit retrouver quelque part ici dans les add-ons. Alors, je ne sais pas si donc il faudra utiliser l'option
AZ AKS add-on enable, voilà, tout simplement. Et là ensuite, eh ben, vous rajouterez les add-ons qui vous intéressent. Donc là, ce sont des exemples ici. Je crois que je dois avoir l'exemple un petit peu plus bas. Au passage, une fois que ce sera installé, et ça c'est très récent, ça vient d'arriver dans la console d'AKS, on aura ensuite une option ici pour voir visuellement 3 informations sur la communication effectivement et sur la configuration d'Open Service Mesh au sein d'AKS. Là encore, ça s'active facilement, la documentation est plutôt bien faite, là elle est passée, on va la remettre en anglais, voilà. Et donc, que va permettre en fait Open Service Mesh Interface, OSM, de faire du MTLS, d'avoir effectivement, d'embarquer automatiquement Envoy dans vos configurations, de gérer l'intégration avec les certificats, de s'intégrer avec d'autres choses comme l'Azure Logic, l'Azure Gateway Ingress Controller, etc., etc. Et donc les scénarios d'usage, effectivement, ils sont ici. Donc chiffrer les communications, comme d'ailleurs c'est un usage de toute solution de service mesh, hein. Chiffrer les communications entre les services et les endpoints, activer du trafic, de l'autorisation de trafic, et là c'est un peu plus évolué que simplement du trafic niveau 3-4, on peut rentrer dans du HTTP, HTTPS, configurer du poids et faire par exemple des déploiements en A/B testing ou avec du Canary, dire je veux 5% de mes flux qui vont aller sur les pods labellisés Canary par exemple, et le reste vers les pods de production, collecter les trafics, les ramener, tout ça. Voilà. Donc ça c'est relativement pas mal et c'est simple à mettre en place. On peut le faire effectivement en ligne de commande en l'activant, ou on peut le faire directement par le portail. Vous avez vu avec une option simplement qui consiste à cliquer ici. Et là, le fait d'activer la case, il va simplement m'installer de manière automatique Open Service Mesh sur le cluster. Donc il va installer les composants sous la forme de pod. Et après, ce sera à moi de configurer les communications et les règles de trafic entre mes pods en communication est-ouest. Eh bien, on a terminé cette brève introduction, cette brève revue des options pour sécuriser le trafic réseau ou contrôler le trafic réseau dans AKS. Donc, je rappelle, trafic sortant et entrant, egress et ingress. Et puis, les trafics, on va dire, interpod au sein d'un même cluster avec les trafics Est-Ouest, Network Policy et solutions de service mesh. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir les autres vidéos de cette série. Il devrait y en avoir 5 ou 6 à peu près. Et puis je vous remercie pour votre attention et à bientôt.